Africa. Viendront des visiteurs au musée de l'Afrique. Peu nombreux, ils seront. J'entends les bruits de leurs pas inaudibles. Un touriste européen aux cheveux épais, portant un court pantalon et une chemise sale et colorée, des chaussures ressemblant aux bottes des soldats onusiens, des lunettes fines arrondies, à la main droite un petit livre, sur l'épaule un appareil photo, et à sa gauche une femelle de sa race qu'il enlace de la main gauche. Leurs pas sont lents. Le regard curieux de deux fillettes se tenant derrière leurs parents les dévisage. Une curiosité héréditaire, semble-t-il. Le regard des visiteurs, peu nombreux, ne voit pas un homme dont le front est collé à un coffre en verre qui ressemble à un cercueil dressé, debout. L'homme ne quitte pas des yeux la statue d'or un seul instant. On dirait que de même le regard de la statue ne le lâche pas. Ils se regardent l'un l'autre, un regard appuyé et profond. L'homme dégage un peu son visage du coffre en verre pour lire cette inscription. Statue en or massif de la reine Africa d'une époque immémoriale. Pied et main gauche perdus. Il semble que le pied et la main gauche ont été violemment arrachés du corps de la statue retrouvée. L'homme recolle son front au coffre en verre. On dirait que la reine Africa, de l'intérieur du coffre, se rapproche, le torse bombé, la poitrine épanouie. Fine de taille, au long cou, pleine de vie, ses yeux bougent et sa voix emporte l'homme. Et l'homme s'oublie lui-même. Cela fait une éternité que sa voix l'accompagne, l'habite, le pourchasse d'une pirogue à une autre, d'une cabane à une autre, d'un refuge à un autre. Il referme les yeux et il retrouve à chaque fois la voix de la reine Africa. Rien ne pourrait l'arracher à cette voix et à cette image gravée dans sa mémoire. C'est une certitude absolue qui échappe au doute et à l'hésitation. La reine Africa est matière et néant, persistante et éternelle, située hors du temps, hors de l'espace. C'est une matière, une image téléologique et participiale issue de nos sens. Africa ne préside-t-elle pas à tout ce qui provient de la raison? Et l'homme se retrouve devant l'inconnaissable. Ce qu'il voit relève du possible. Ce qu'il voit relève soit du possible, soit de l'impossible, mais comme ce qu'il se passe devant ses yeux ne contredit aucunement sa raison, ce qu'il voit est donc possible. Pourquoi ne m'as-tu pas mise sous terre? Ne t'ai-je pas demandé de voiler ma nudité, d'enterrer mon corps, de ne pas me laisser exposer à tous les regards? Pourquoi ne m'as-tu couverte que d'une poignée de sable? Après ton départ, le vent a tout emporté et m'a complètement dévoilée, dénudée. Tu m'as abandonné au sable et au vent pour souffrir et subir continuellement les changements de forme.
comme si je n'avais pas de forme préexistante et éternelle. Je t'avais pourtant dit que je suis matière et néant. Les lumières, éclairant les salles du musée de l'Afrique, s'éteignaient par intervalles pour signifier aux visiteurs peu nombreux de quitter les lieux. L'homme se réveille petit à petit de ce qu'il vient de voir et d'entendre, et lorsque ses pieds frôlent la dernière marche de l'escalier donnant sur la porte argentée de sortie, il sent que quelque chose, un spectre, un rayon caresse une partie de son âme et l'avertit de son non-être. Son fort intérieur s'ébranle sous l'effet du mouvement de la circulation, bruyante et affolée, mêlée aux feux d'artifice provenant de l'île avoisinant le musée. Il tressaillit. Des bambins courent, crient, sautillent sous ses yeux. Personne ne sent sa présence. Lui-même, il ressent sa non-présence. Il s'avance lentement, trouve un coin isolé dans un lieu qui ressemble à un jardin pour se reposer, et s'étend sur l'herbe comme il l'avait fait sur son lit il y a des années, le corps nu et l'intérieur brûlé. Les pas qui l'ont suivi ce jour-là jusqu'à sa demeure sont toujours sur ses traces, pendant qu'il s'étend sur l'herbe et que le ciel lui sert de couverture.